Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et la société numérique. Ici, on s'intéresse au potentiel des nouvelles technologies, mais aussi aux questions qu'elles posent quand elles transforment la société et notre quotidien. On va démarrer avec l'interview d'Ariel Turpin de l'Avica, qui représente un ensemble de collectivités territoriales très engagées dans la connectivité sur le territoire français. Et c'est une association d'élus qui aujourd'hui pousse un coup de gueule, en a ras-le-bol, est exaspéré des dégradations qui se succèdent sur les réseaux de fibre optique. On en parle donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on adressera le sujet de la régulation, puisqu'on a un texte qui a fini par aboutir à un accord à Bruxelles pour réguler l'espace numérique au niveau, en tout cas, de la concurrence et des grandes puissances. On verra si ça annonce la fin justement d'une ultra-domination par les GAFAM, mais aussi ce que ça peut changer concrètement dans la manière dont on va utiliser ces outils du numérique dans nos vies. Et puis on conclura Smart Tech aujourd'hui avec notre rendez-vous Game Business. Là, on parlera de la stratégie de Netflix dans le jeu vidéo. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on parle des dégradations sur la fibre optique. Alors pour que la fibre reste un succès national, les collectivités locales réagissent. Ça, c'est le titre de la tribune qui est publiée par l'Avica, signée par cette association d'élus de combien de collectivités territoriales ? 230 collectivités à travers toute la métropole, mais aussi toute l'outre-mer. Et très engagé sur le numérique. C'est vraiment le sujet de l'Avica. Bonjour Ariel Turpin. Vous représentez l'Avica, puisque vous êtes le directeur général de cette association d'élus. Alors déjà, votre tribune commence par un titre qui parle de succès de la fibre. Donc vous êtes plutôt satisfait du rythme de déploiement, j'imagine, de fibre optique en France ? Tout à fait. En fait, on devrait être en permanence en train de faire la fête sur les territoires, parce qu'on a réussi en France quelque chose que plein de pays galèrent encore à faire, c'est-à-dire passer du réseau cuivre au réseau de fibre optique. On est en train d'y arriver, il y a eu un plan pour cela, donc un plan volontariste de l'État, accompagné par les collectivités, qui a permis de fibrer la France à une vitesse encore inégalée. On n'a pas vu ça, encore une fois, dans d'autres territoires. Donc, mais fibrer la France, en fait, pour bien comprendre, Delphine, c'est déployer le réseau de fibre optique jusque à proximité de votre domicile ou à proximité des immeubles. Et c'est là où ça se gâte. Parce que ça, ce succès-là, il est réel. Il est vrai, les chiffres sont là et le prouvent. On est à 14,5 millions d'abonnés à fin 2021. Tout à fait. Et beaucoup plus de locaux qui sont déjà raccordables. Oui. En fait, il y a plus d'abonnés en fibre optique aujourd'hui qu'en DSL. Donc c'est la réussite concrète. Mais pour autant, tout ne va pas bien. Mais non. Parce qu'en fait, si on a réussi toute la partie dite sur la voie publique, ensuite, il faut bien apporter la fibre chez le particulier. Et c'est là où ça se gâte. Parce que le paradoxe français, c'est qu'on a eu le génie de faire ce plan de déploiement, mais on a eu aussi un mauvais génie, d'inventer un truc, mais totalement incongru pour aller raccorder les gens. Ça s'appelle le mode stock. Qu'est-ce que c'est que le mode stock ? Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que le mode stock ? En fait, la question, c'est comment ça s'organise concrètement sur le terrain quand il s'agit d'aller poser l'armoire, c'est ça, au pied d'un immeuble ou de maison. Là, ça va, parce que c'est l'opérateur d'infrastructure, très souvent dans les zones rurales, qui est commandé par la collectivité locale. Donc, il lui a donné les instructions, le cahier des charges. Donc ça, la petite installation, c'est... Donc, tout ça, ça s'est bien passé. Mais donc après, c'est tirer la fibre jusqu'à l'abonné. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait être le même opérateur qui s'en charge, pour le compte des opérateurs commerciaux. Il ne s'agit pas d'aller vendre... c'est pas la collectivité qui va vendre le service, bien évidemment, à chaque particulier. C'est bien les opérateurs commerciaux, notamment les 4 grands, Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. C'est eux qui vendent. Eh bien, la régulation sous l'injonction des opérateurs, puisque c'est eux qui l'ont réclamé à corps et à cri, il y a une dizaine d'années, a accepté un truc complètement incongru, c'est que ces opérateurs commerciaux se chargent de faire ce bout de raccordement final. Ce n'est pas l'opérateur qui a déployé l'infrastructure, c'est bien l'opérateur commercial qui se charge de faire ce bout. Et pour faire ce bout, il va toucher à tout un tas d'équipements de l'opérateur dit d'infrastructure qui aura déployé le réseau. Et c'est là où c'est la catastrophe absolue. En fait... Pourquoi ? Parce que pour une raison très simple, c'est que les opérateurs sont tous pressés de basculer le maximum de clients
sur la fibre optique, parce que les gens qui ont testé la fibre optique ont vu que c'était absolument extraordinaire, et donc veulent tous y passer. Donc il y a une pression dans les deux sens. Et puis il y a un désengagement aussi sur le cuivre, qui est une décision nationale. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ça, le désengagement sur le cuivre, donc les perspectives se rapprochent, donc bientôt il n'y aura plus de réseau cuivre. Donc tout ça conduit les opérateurs à bousculer, à aller très rapidement, et comme ce n'est pas leur réseau, comme ils déploient, ils ne font pas leur raccordement sur un réseau qui leur appartient, ils le font sur le réseau d'un autre, eh bien, les considérants de qualité et autres passent derrière la vitesse, le rythme de raccordement. Et qu'est-ce que vous constatez comme type de dégradation ? Alors, la première chose, c'est que en fait, et on va y revenir, c'est que les techniciens ne prennent pas le temps d'ouvrir les armoires, donc ils n'ont pas les clés, ils interviennent à des horaires, des jours, sans prévenir personne. Les opérateurs qui sont propriétaires de ces infrastructures ne sont pas au courant des dates d'arrivée de ces techniciens, donc ils forcent les armoires. Ouais. Ils ne les referment pas, évidemment, on ne va pas s'embêter. Ils cassent les boîtiers aussi, parce que pareil, ça prend du temps d'ouvrir, c'est plus simple de les arracher. Puis la fois où on devra arriver pour réparer, etc., on n'aura pas à nouveau à ouvrir. Parfois, on n'a même pas les moyens de se payer, j'y reviendrai, les clés pour ouvrir, simplement les clés triangles pour ouvrir ces armoires ou ces boîtiers, donc on arrache tout. Puis je ne parle même pas de ce qui est sous la chaussée. Alors là, comment ça ne se voit pas du tout, donc ça traîne dans l'eau, c'est ouvert, c'est absolument catastrophique. Enfin, pourtant, vous dites ils ne travaillent pas sur leur propre réseau, c'est pas eux, c'est pas forcément le même opérateur qui vend le service et celui qui a posé la fibre. Enfin, ils savent qu'ils sont 4 à se partager ce réseau, c'est quand même un bien commun presque pour eux. C'est un bien commun, mais vous comprenez, en fait, il n'y a pas d'incitation à être le bon élève dans l'histoire. Les 4 opérateurs, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et le premier qui sera bon élève, en fait, va perdre la course devant les autres. Parce que si vous prenez le temps d'aller raccorder chaque Français, chaque Française, si vous prenez le temps de bien faire le travail, vous serez doublement pénalisé. D'abord, vous en ferez moins dans la journée. Oui. Vous serez obligé de payer plus des prestataires qui sont qualifiés. Et puis surtout, pendant ce temps-là, les autres vont raccorder, vont débrancher, c'est la grande technique, vont débrancher vos clients que vous aurez bien raccordés, parce que vous aurez bien fait le travail, pour aller brancher un autre client, parce qu'ils n'auront pas eu le temps de faire le travail. Alors pourquoi les collectivités territoriales se mobilisent sur ce sujet ? Parce que ça râle au niveau des utilisateurs, c'est ça ? Et bien évidemment, quand vous êtes trimballé... C'est vers vous qu'on se retourne. Voilà, c'est exactement ça. Quand vous êtes trimballé 2 fois, 3 fois, 10 fois de hotline en hotline, que vous êtes débranché pour la 5e fois, 6e fois, vous allez voir la seule personne qui est à portée de baffe. Et qui est à portée de baffe sur les territoires ? Les élus locaux. Oui. Voilà. Les opérateurs, vous ne les voyez pas. Vous voyez de temps en temps passer des techniciens. Il y a de plus en plus d'incidents entre des techniciens et des particuliers. J'ai même vu, commence à me remonter des menaces de mort, des plaintes, déposées en gendarmerie, donc bien documentées dans certaines communes où la tension est telle, où les problèmes sont tels que les gens en viennent aux mains. Alors, moi, j'avais reçu Laure Delaraudière, qui est la nouvelle présidente de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui avait manifesté justement sa préoccupation sur ce sujet. Ce n'est pas la première fois que vous interpellez les pouvoirs publics là-dessus, sur ces dégradations. Il ne s'est rien passé ? Ça n'a pas bougé ? Encore une fois, les opérateurs ne sont pas pressés d'agir. Moi, je maintiens qu'il y a une volonté de leur part de jouer la montre, de jouer le temps, et ce temps, ils jouent contre nous, ils jouent contre les réseaux. Parce qu'il faut voir que derrière ces dommages que vous voyez au réseau, c'est une fragilisation sur le long terme. C'est tous les boîtiers qui sont, par exemple, laissés ouverts, ça ne va pas empêcher effectivement Internet de fonctionner sur la fibre. Pas tout de suite en tout cas. Mais dans quelques années, les réseaux vont s'user, vont s'abîmer et se détériorer. Donc ça va prendre énormément de temps. Deuxième point, l'ARCEP fait un gros travail aujourd'hui, qui est un travail d'identification, de collecte d'indicateurs, parce qu'on manque sérieusement dans ce métier, dans cette filière, d'indicateurs. C'est-à-dire de tracer, en fait, tracer les interventions. Exactement. Et ça, pour ça, il y a des solutions numériques aujourd'hui. Oui, mais vous voyez, alors je vais vous donner un exemple. Les 4 opérateurs sont tous à des degrés divers impliqués dans l'histoire. Après, il y en a qui essayent de faire des choses. Il y a notamment Bouygues Télécom qui se bat depuis 3 ans pour mettre en place une simple application qui est une application de partage d'informations entre les opérateurs. Si je branche un client et qu'en même temps, le fait de brancher ce client en déconnecte un autre, ce qui est la première des plaintes, la principale des plaintes, donc automatiquement, d'un point de vue informatique, je suis prévenu. Mais ça ne marche que si les 4 opérateurs sont d'accord.
Et là, pour le coup, aujourd'hui, les 4 opérateurs ne sont toujours pas sur cette application. Donc, oui, il peut faire ce qu'il veut. Alors là, qu'est-ce que vous leur demandez très concrètement? Je ne sais pas si vous vous adressez d'ailleurs plus au pouvoir public, à l'ARCEP ou aux opérateurs directement. Alors, on s'adresse surtout aux opérateurs en question, puisque c'est les responsables, ce sont eux les donneurs d'ordre. Oui. Donc, on leur demande plusieurs choses. La première, ça peut sembler tellement évident que vous dites, mais pourquoi ce n'est pas déjà fait? Mais c'est la réalité, c'est d'avoir les plannings d'intervention. Nous n'avons pas les plannings. Vous ne savez pas quand les techniciens interviennent sur le terrain? Quand les techniciens, qui est intervenu, quand et tel jour. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, nous n'avons pas, une fois qu'ils sont intervenus, ils restent sous-traitants en fait de l'opérateur propriétaire du réseau. Nous n'avons pas aujourd'hui systématiquement les comptes rendus d'intervention. Imaginez, vous faites travailler un prestataire, vous ne savez pas quand est-ce qu'il vient et vous ne savez pas ce qu'il a fait chez vous. Vous imaginez un petit peu? C'est inenvisageable. Donc ça, c'est deux choses, enfin c'est le minimum. Voilà. Mais il y a une chose aussi qu'il faut vraiment, que nous demandons de manière... Donc ça, ce sont les collectivités qui sont signataires de ce... Très vite, on arrive à la fin de l'interview. Mais très rapidement, il y a aussi une chose que nous demandons, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça sur le mode stock. C'est impossible. C'est que les techniciens qui font ce travail-là soient rémunérés à leur juste prix, à leur juste valeur. J'ai un sous-traitant, donc un patron d'une petite PME, qui m'a détaillé exactement, point par point, pratiquement jusqu'au trombone. De toute façon, là, on ne pourra pas le lire, c'est trop petit. Mais... Combien lui coûtent des interventions si elles sont faites dans leurs règles de l'art? Eh ben, on revient sur la question, effectivement, de la manière dont on traite les sous-traitants et dont on trouve les bonnes compétences. Merci beaucoup, Ariel Tupin. J'espère que, en tout cas, votre appel sera entendu pour que tout le monde puisse bénéficier de la fibre optique le plus sereinement possible. Ariel Tupin, je rappelle que vous êtes délégué général d'Avica. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la régulation, là, cette fois au niveau européen de ce monde numérique. Le Digital Market Act, c'est enfin un accord européen qui vient réguler les géants du numérique sur la partie économique, sur la partie concurrence. Est-ce que ça peut modifier ce paysage numérique mondial? Quels sont les effets attendus, mais aussi peut-être ceux qu'on n'attend pas d'une régulation? On en parle avec 3 intervenants aujourd'hui. D'abord, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O. Olivier Babot, à vos côtés, président fondateur de l'Institut Sapiens. Et en visio avec nous, nous avons Julien Pillot, qui est consultant, enseignant, chercheur en économie à l'INSEC, groupe Omnes Éducation. Je voulais commencer avec vous, Monsieur le Ministre, puisque vous avez été aux manettes et de manière plus importante, je dirais, que d'habitude, puisque c'était au moment de la présidence française de l'Union européenne que cet accord a été trouvé sur le Digital Market Act. Déjà, on peut se dire que face à cette ultra-domination de quelques acteurs du numérique dans le monde, qui date quand même de quelques années, que n'a-t-on agi plus tôt, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est le temps que ça a pris de se mettre d'accord entre Européens, le temps que ça a pris de réfléchir à la bonne façon d'avancer, ou est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a permis d'accélérer? Je pense que la prise de conscience, elle a été graduelle, mais ce n'est pas très étonnant que ça ait pris du temps. Pour une raison assez simple, c'est que moi je tiens le Digital Market Act, donc, qui vient d'être adopté pour une des régulations économiques les plus importantes des dernières décennies. Oui. Je pense que ça va changer énormément de choses, on y reviendra probablement, et que c'est d'une certaine manière une déclinaison de ce que les Américains avaient fait à la fin du 19e et au début du 20e sur des infrastructures physiques, que ce soit le pétrole par exemple ou les chemins de fer. Et donc on a adapté ce qui étaient les règles de la concurrence au monde du numérique, et c'est normal sur des sujets qui peuvent bouleverser non seulement l'économie numérique, mais je pense une partie de l'économie telle qu'on la connaît, de prendre un peu de temps. Et au contraire, je pense que c'est allé assez vite. La domination des GAFA ou des très grandes entreprises de l'Internet, elle date d'une dizaine d'années. En une dizaine d'années, on a dessiné de nouvelles règles. Alors, il faudra les mettre en œuvre maintenant, mais je pense au contraire, c'est allé extrêmement vite. Et c'est notamment, je pense, quelque chose qui est assez, qu'il faut mettre au crédit de l'Europe. Cette régulation, par ailleurs, elle a été présentée il y a un tout petit peu plus d'un an, mi-décembre 2020, par Thierry Breton et Margrethe Vestager. Et en moins d'un an et demi, on a... Oui, là, il y a une accélération. Il y a eu des discussions au niveau du Parlement, discussions au niveau des États membres et des négociations entre les 3 institutions. Et en 4 mois, sous présidence française, on a fini de négocier. Et je pense qu'au contraire, c'est allé très vite. Olivier Babot, puisque vous êtes à la tête d'un think tank qui a pour but d'influer le débat social, économique, est-ce que vous avez pris part d'une certaine façon au débat ?
On essaye tous de s'exprimer, on est très nombreux à exprimer par exemple notre consternation devant certaines nouvelles situations, nos inquiétudes devant certaines évolutions. Et en fait, c'est allé relativement vite parce qu'il faut se rendre compte effectivement de la vitesse extraordinaire avec laquelle ces technologies ont changé le monde, ont changé l'écosystème. Des règles de concurrence qui étaient valables il y a 20 ans, aujourd'hui, s'avèrent complètement caduques. On a des capacités de grandes entreprises à être des gatekeepers, des gardeurs de porte incroyables avec un phénomène qu'on appelle de néo-féodalisme, si vous voulez, qui fait qu'une partie de l'économie se trouve vassalisée. C'est tellement nouveau qu'il a fallu constater très rapidement les conséquences et échafauder des nouvelles régulations. Les nouvelles technologies, elles ne sont pas fournies avec un mode d'emploi. Donc en fait, ça a été relativement rapide et c'est vrai que c'est un événement majeur ce qui est en train de se passer. La plupart des gens dans le grand public ne sont pas tellement conscients de ce qui se passe, mais c'est très très important d'arriver à enfin avoir une régulation adaptée. Alors justement, on va quand même essayer d'expliquer de quoi on parle précisément. Donc on parle d'une réglementation qui va s'adresser aux gatekeepers. Est-ce que vous pouvez nous définir, est-ce qu'aujourd'hui c'est clair pour tout le monde sur qui est un gatekeeper et qui ne l'est pas? Je vais faire un parallèle avec ce qu'on connaît dans la vie physique. Il y a dans la vie normale, dans la vie réelle, des entreprises qui ont un poids parce qu'elles possèdent par exemple des infrastructures. Vous n'allez pas faire 15 routes, 15 autoroutes, 15 aéroports et donc il est normal qu'il y ait une forme, on peut le discuter cela, mais de monopole naturel sur un certain nombre d'endroits où tout le monde se retrouve parce qu'il faut des investissements. Et personne n'imaginerait que les aéroports, les routes, les ponts, tout ce qui fait nos infrastructures de la vie quotidienne ne soit pas régulé par l'État. Ça peut, dans une certaine mesure, être possédé par des acteurs privés, c'est même mieux parfois, mais il faut qu'il y ait une régulation de l'État, parce que ce n'est pas possible qu'ils puissent décider d'abord combien vous payez de manière totalement unilatérale pour passer par telle autoroute, et donc il faut qu'il y ait une régulation. Et ben, c'est la même chose sur le numérique. Il y a des oligopoles ou des monopoles de fait qui ont émergé. Tout le monde est sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. C'est un peu tautologique de le dire, mais ça ne ferait pas trop de sens qu'il y ait deux réseaux sociaux. Enfin, il pourrait y en avoir parce qu'il pourrait y avoir des services différents, mais en tout cas... Parce qu'il y a quand même Instagram, ou alors chez les concurrents TikTok. Mais c'est quand même des choses où les gens se réunissent très vite parce que tout l'intérêt, c'est que tout le monde soit sur le même réseau social. Instagram, justement, racheté par Facebook. Par Facebook, oui, c'est pour ça que je citais TikTok qui est dans le champ des concurrents, en revanche. Et donc, juste pour terminer, et donc la philosophie du Digital Market Act, c'est de dire, vous êtes en position d'oligopole ou de monopole, ce qu'on appelle en termes techniques gatekeeper, donc en fait contrôleur d'accès. Par contre, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Si une entreprise veut venir vendre sur Facebook, vous ne pouvez pas appliquer des tarifs léonins. Si vous avez, par exemple, sur les systèmes d'opération, donc sur les téléphones portables, on sait que c'est là aussi, il y a très peu d'acteurs. Il y a deux gros acteurs qui sont Android et Apple. Eh bien, vous ne pouvez pas décider unilatéralement que vous allez choisir quelle application va être mise en avant, combien vous allez leur faire payer, sans qu'il y ait une forme de rationalité économique. Et donc, on considère... sur la frontière de qui est gatekeeper ou qui ne l'est pas, à quel moment on devient un gatekeeper au sens de la régulation du DMA? Il y a des règles de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière. D'ailleurs, la capitalisation boursière, c'est nouveau, qui font qu'au-dessus, par exemple, 75 milliards d'euros de capitalisation boursière, vous êtes considéré a priori comme un gatekeeper. Et puis, il y a un truc qui est assez important, c'est que la Commission peut aussi, en deçà de ces seuils, aller dire, en fait, compte tenu de ce que je constate, après une étude approfondie, évidemment, du marché, de la manière dont fonctionne tel domaine de l'économie numérique, je considère que tel acteur ou tel acteur est un gatekeeper, et donc il a des obligations supérieures à ce qu'est un acteur économique normal. Donc il y a une flexibilité pour cette définition. On va donner la parole à Julien Pillot qui est connecté avec nous et que je vois opiner du chef. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation d'ultra-domination? Est-ce que c'est un laisser-faire ou c'est finalement la machine numérique qui crée ça par nature presque? Les deux, et Monsieur le secrétaire d'État y a quelque part répondu. Il faut bien comprendre effectivement que les marchés numériques, en tout cas pour certaines plateformes, sont soumises à ce qu'on appelle des effets de réseau. Et Monsieur le secrétaire d'État a raison de dire que tout le monde est sur Facebook ou tout le monde est sur Instagram, parce que tout le monde est sur Facebook et tout le monde est sur Instagram. On comprend aussi sur d'autres marchés. Si vous êtes un chauffeur indépendant, il vaut mieux que vous vous positionnez sur Uber que sur une autre application concurrente, parce que c'est sur Uber que vous aurez le plus de chances d'obtenir des courses en quantité
quantité et en qualité, et donc d'augmenter votre profit. Et inversement, si vous êtes de l'autre côté de la barrière, si vous êtes un utilisateur d'un service de VTC, il vaut mieux que vous alliez sur Uber, si c'est Uber qui est dominant dans votre ville, plutôt que sur une autre application concurrente, parce que c'est là que vous aurez plus de chances d'avoir une course dans les meilleurs délais, et certainement aux meilleurs tarifs également. Donc, effectivement, il y a des effets de réseau qui font qu'on tend vers des situations de domination, voire parfois même de monopole, qui sont des situations qui sont des dominations naturelles, quasi naturelles. Et quelque part, il n'y a pas que des désavantages à ce qui est ce type de domination naturelle. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi de flécher les investissements, déjà d'une part, notamment les investissements publicitaires, mais ça permet également aussi de pouvoir parfois un peu mieux sécuriser les données des utilisateurs, parce que l'on sait à quel moment et surtout sur quel canal les éventuels malwares, les éventuels hackers, avec des fins évidemment qui sont néfastes, pourraient éventuellement tenter de s'approprier des données personnelles. Donc il n'y a pas que des avantages d'avoir des monopoles ou des situations de domination naturelle dans les marchés numériques. Et je rappelle quand même malgré tout que dans le droit de la concurrence, d'ailleurs qu'il s'agisse du droit de la concurrence américain ou européen, les situations de domination ne sont pas condamnables per se en fait. C'est l'abus de position dominante qui est condamné. C'est le fait que du fait de sa puissance économique, du fait de l'abus de sa position de gatekeeper, une entreprise pourrait être en mesure de pouvoir imposer des conditions d'accès techniques et ou tarifaires qui soient clairement désavantageuses et de nature à la fois de contraindre finalement le consommateur dans sa liberté de choix et éventuellement de tuer l'innovation dans l'œuf. Voilà. Et je crois qu'en cela, le DMA n'est pas en fait une nouvelle régulation, parce qu'en fait c'est l'application de méthodes et de textes, notamment de dispositions légales comme la théorie de l'efficacité essentielle, des infrastructures essentielles qui existent depuis la fin du 19e siècle et du 20e siècle, mais appliquée, modernisée pour tenir compte des nouvelles réalités d'un secteur numérique qui a effectivement beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. Oui, et en cela, ce DMA est plutôt bien orienté. Merci pour ce rappel. Olivier Babot, est-ce que selon vous, ce texte, il répond à ce que vous dénoncez dans votre ouvrage, le désordre numérique ? Oui, c'est une avancée réelle et incontestable. Il va parvenir un petit peu à ouvrir l'écosystème que ces grandes plateformes essayent de faire le plus fermé possible. Ouais. Et ça, c'est le grand avantage. On va aussi revoir notre politique de concurrence. Jusque-là, la notion de marché contestable était une notion du XXe siècle. On était assis sur l'idée qu'on regardait un marché pour voir s'il y avait des situations de concurrence. Quand vous avez des plateformes qui sont, comme Amazon par exemple, capables de tout vendre, enfin, qui sont des espèces d'accès universels aux consommateurs, la notion de marché contestable doit être complètement revue. Et puis la notion aussi de marché pertinent, pardon, oui. J'ai dit marché. Oui. Et marché contestable, parce que je voulais en parler aussi, c'est l'idée que vous pouvez avoir un monopole à un moment donné, mais s'il y a une capacité de nouveaux concurrents d'entrée, à ce moment-là, il peut être accepté. Sauf que quand vous êtes un gatekeeper complet, quand vous avez la possibilité de racheter vos concurrents ou d'imposer vos conditions, vous n'avez plus cette possibilité de contestabilité. Donc tout ça, c'est aujourd'hui pris en compte avec la critique des plateformes qui disent mais attention, ça casse notre modèle économique, parce qu'on n'arrivera plus, on ne pourra plus faire, par exemple, les liens entre les données, les liens entre nos différentes plateformes. Et c'était ça, on va en parler, des effets collatéraux. Ouais. Et puis, ce que dit Apple aussi, c'est que ça posera des problèmes de sécurité. Par exemple, l'App Store, il est très sécurisé parce qu'on n'y a que des applications qui sont vraiment visées par Apple. L'obligation d'ouvrir, c'est un peu d'ailleurs le problème que soulignent les banques par rapport à tous les nouveaux acteurs qui arrivent. C'est attention, il y a des problèmes de sécurité. Il ne faut pas non plus totalement fermer la porte à ces arguments et regarder en quoi ils sont fondés. Oui, alors là-dessus, vous rejoignez Julien Pillaud qui en a dit quelques mots, mais avant de parler de ces effets, on va dire collatéraux, j'aimerais qu'on parle des effets qui sont attendus de ce texte, le DMA. Déjà, qu'est-ce que ça va changer concrètement et puis surtout à partir de quand ? Cédrico. Alors, à partir de quand, si on prend un peu le rétro-planning, parce qu'il faut que ce soit voté formellement, il faut prendre des textes d'application, et puis après, ils ont 6 mois pour se mettre en conformité, on peut dire que début 2024, fin 2023, début 2024, les plateformes devront se conformer
à leurs nouvelles obligations. Je rappelle un élément, parce que vous parliez du temps que ça prend. Les procès AT&T et Microsoft, qui sont des derniers grands procès antitrust aux États-Unis, c'est entre 10 et 13 ans. Donc la rapidité, le changement d'échelle de temps, il est très très fort. Ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors, ça va changer énormément de choses. Moi, je pense que ça va tout changer sur le long terme. Ça mettra du temps, il y aura un mouvement. Vous pensez que ça peut changer même les rapports de force ? Bien sûr, je pense que ça va tout changer. Mais pendant quelques exemples, par exemple, Apple ou Android seront obligés d'ouvrir la porte à de nouveaux magasins d'applications. On sait qu'il y a tout un sujet sur les commissions que prennent ces magasins d'applications lorsque vous payez. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les magasins d'applications ne pourront plus, sans qu'une tierce partie, le régulateur, puisse s'intéresser, choisir qui est mis en avant, qui n'est pas mis en avant, quels sont les tarifs qui sont appliqués, etc., etc. On sait qu'il y a des sujets d'auto-préférence, le fameux cas Google Shopping par exemple, qui a été traité. Et où là, il y a des procès systématiques. C'est vrai que ça, c'est des choses sur lesquelles déjà on se bagarrait. Interdit ex ante. Donc, en fait, c'est par avance interdit, avec une intervention du régulateur, qui font que, en fait, à peu près tous les sujets qu'on a connus, mais d'autres aussi, mais tous les grands procès qu'on a connus avec les grandes entreprises du numérique ces dernières années sont couverts par Digital Market Act, avec des capacités de remettre à niveau tous les 3 ans la législation. Donc, c'est vraiment, je pense, quelque chose. Maintenant, je pense que sur le fond, c'est un tremblement de terre dont on perçoit encore assez mal la portée. Je pense que ça mettra un peu de temps à s'appliquer, parce que d'abord, il y a quelque chose aussi qui est très nouveau, mais qui est très important, parce que on peut faire une très belle législation si la manière dont elle s'applique est mal pensée ou mal faite, ça ne marche pas. Là, c'est un régulateur, toujours c'est tout le vrai travail qui va démarrer. C'est comment on le met en œuvre. Et donc, il y aura des temps d'ajustement, des difficultés, des petites crises probablement, des bras de fer avec les acteurs. Mais je pense que dans les 5 ans qui viennent, on va voir quand même de très très gros changements. Alors sur les autres effets de la régulation, Julien Pillaud, je voulais vous entendre plus précisément là-dessus. Qu'est-ce que ça peut bouleverser sur un marché quand on change profondément les règles ? Alors déjà, je vais abonder dans le sens de Monsieur le secrétaire d'État que je viens d'entendre. Et en fait, on a quand même un précédent qui est pas si éloigné que ça, parce que effectivement, au début des années 2000, Microsoft s'est vu appliquer des dispositions qui sont pas très éloignées de finalement des dispositions qui sont prévues dans le Digital Market Act, parce que Microsoft était un monopole ou un quasi-monopole de fait sur les systèmes d'exploitation. Et en appliquant certaines dispositions comportementales à Microsoft, on a permis de créer de la concurrence sur des marchés qui étaient quasiment monopolisés par Microsoft. Je pense notamment au marché des systèmes de navigation sur Internet. Ça a permis l'éclosion de navigateurs alternatifs comme Google Chrome, comme Firefox, là où Internet Explorer était ultra dominant. Ça a permis également sur le système de player, là où Windows Media Player était super dominant, de voir des alternatives comme VLC arriver, et ce pour le plus grand, quelque part, bénéfice des consommateurs qui disposent d'une liberté de choix qui est accrue. Bien, finalement, effectivement, je suis d'accord, en appliquant ces dispositions, on peut effectivement produire des effets que l'on mesure encore mal aujourd'hui, mais qui vont dans le sens, finalement, d'une liberté de choix accrue pour les consommateurs. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelque chose que n'a pas changé ces dispositions, c'est le leadership de Microsoft sur des systèmes d'exploitation. Et il a fallu, finalement, une innovation de rupture, qui est le smartphone, pour contester le leadership de Microsoft sur les systèmes d'exploitation, par le biais d'un autre canal, d'un autre type de terminal, qui sont les téléphones numériques. Et puis, vu que vous parlez des effets collatéraux qui peuvent être attendus, donc il y a tout le côté vertueux dont on a parlé, mais il y a aussi quelques inquiétudes qui consistent en fait à dire que plus vous avez finalement de concurrents et de concurrence, moins les investissements sont fléchés. Donc il y a une dispersion des investissements qui peut éventuellement parfois produire des situations qui sont sous-efficientes, sous-optimales sur le plan de l'économie, parce que finalement, les investisseurs, notamment de produits et de services complémentaires, dispersent un petit peu leurs investissements plutôt que de les concentrer au même endroit. Et ça génère aussi un manque à gagner pour certains opérateurs. Et puis, il y a aussi des coûts notamment liés à la sécurisation, lorsqu'on met en place de l'interopérabilité entre des systèmes qui sont un petit peu différents, qui ont chacun leur langage informatique, qui se passent sur des systèmes
on va dire, hardware qui sont un petit peu différents, eh bien, il faut mettre en place des investissements supplémentaires pour sécuriser tout cela. Et tout ça, ce sont des coûts ou des manques à gagner qui peuvent, in fine, être répercutés sur les utilisateurs des services. Je pense notamment aux publicitaires, je pense notamment à tous les développeurs de logiciels et d'applications dans un système B2B, mais je pense aussi aux consommateurs finaux. Ça veut dire, si j'essaye juste, Julien, de résumer, vous dites que un des risques, ce serait que les coûts augmentent pour les internautes, mais de toute façon, on est dans une économie du gratuit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un autre risque? C'est celui qui est avancé d'ailleurs par Google, hein, d'avoir en Europe un Internet de deuxième classe. Alors, je n'irai pas jusque-là. Google, Apple et consorts défendent bec et ongle leurs intérêts économiques, bien compris. Il n'en demeure pas moins que le côté sombre, finalement, de la régulation existe. Il y a un bilan, finalement, qui devra être fait dans quelques années sur... finalement, les avantages, mais également les coûts supplémentaires qui ont été occasionnés par cette nouvelle réglementation, et regarder où est-ce que l'on peut éventuellement ajuster un petit peu le curseur pour éviter que, finalement, sous couvert de l'ouverture un petit peu à marche forcée de la concurrence sur ces marchés, on ne génère pas, quelque part inconsciemment, des effets contre-productifs qui seraient in fine défavorables aux utilisateurs. Je vous ai entendu dire, Delphine, que Julien Pillot, parce que le temps passe vite. Gratuit, hein. Le temps passe vite. Je voudrais quand même faire réagir aussi Olivier Babot. Vous, dans vos grandes préoccupations, il y avait la question des inégalités. Oui. Est-ce que vous voyez, parce qu'au regard de ce que nous explique Julien Pillot, est-ce que vous voyez cette régulation comme une réponse face à ce danger d'inégalité, ou au contraire, ça risque de les aggraver ? Ça ne règle pas le problème de la différence entre l'accès et l'usage. On a tous accès aujourd'hui à coût marginal zéro à l'ensemble du savoir du monde. Ça ne veut pas dire qu'on en fait évidemment un usage beaucoup plus grand. Certain, et qu'il est mieux réparti dans la population. La question fondamentale est en effet celle de l'effet sur l'innovation. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, aujourd'hui, progression intelligence artificielle, ce sont des investissements de plusieurs dizaines de milliards. Donc il faut être très grand, et donc on a intérêt à avoir ces grandes entreprises. Si demain... il faut toujours rappeler, si un service est gratuit, c'est que vous n'en êtes pas le client, vous en êtes la matière première. Et donc demain, il est possible que ceux qui ne puissent pas payer aient accès à une forme de service dégradé, puis ceux qui peuvent payer aient accès à certains services un peu meilleurs. C'est le principe du freemium. Vous savez, vous avez accès à la version dégradée gratuitement, et c'est plus cher si c'est un petit peu mieux. On peut craindre, il est possible, en tout cas, c'est pas totalement exclu, qu'il y ait une forme de dualité de ce point de vue-là. Mais le problème, il est au-delà. Encore une fois, il est dans un problème, à mon avis, de formation, d'accès au numérique, d'incapacité d'illiteracy, d'électronisme, voilà comment on dit, d'électronisme, qui pose évidemment des problèmes après de capacité à être efficace dans ce monde numérique qui naît. Donc ça n'est évidemment qu'une partie de la réponse à ce problème essentiel. Cédrico, je voulais qu'on termine sur la question de l'audit, la manière dont on va vérifier en fait finalement si tout le monde suit bien les nouvelles règles du jeu. Comment ça va s'organiser? Quels outils on va pouvoir mettre en place? Alors c'est un des gros sujets. Donc c'est la Commission européenne qui... Et puis le financement de cette supervision qui est en débat aussi. Oui, alors c'est la Commission européenne qui va être chargée de mettre en place cette législation. Je crois que Thierry Breton a dit il y a quelques jours, sauf erreur de ma part, qu'il prévoyait 100 à 110 personnes au sein de la Commission européenne pour ce faire. Donc il faut quand même créer cette unité. Et vous mettez le doigt sur un sujet qui est un sujet de l'ensemble des pouvoirs publics, qui est la question de la capacité à avoir les talents pour réguler et pour aller voir ce qui se passe chez ces grands acteurs du numérique. Que par exemple en France, on a commencé à régler en créant une unité spéciale à la disposition de l'ensemble des régulateurs, parce que ce sont des talents rares et chers, les capacités, les spécialistes en intelligence artificielle, en sciences des données, qui sont capables d'aller comprendre, auditer, tester des algorithmes que parfois même les GAFA eux-mêmes ne comprennent pas. Il faut bien en avoir conscience. Et ça va être un défi des années à venir. Mais je crois que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions pendant les négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Et je crois que de toute façon, il y a une obligation de résultat sur ces questions-là qui est
poser à la Commission. Ça prendra un peu de temps. Il faudra aller chercher des profils qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, enfin qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Mais je suis assez confiant que les choses seront bien faites. On voit que donc le travail n'est pas terminé. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages donc, sur ces nouvelles règles qui sont en cours de construction. Mais en tout cas, on est bien parti. On a avancé effectivement assez vite sur ces sujets de régulation. Merci Julien Pillot qui était connecté avec nous, consultant, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Merci beaucoup au secrétaire d'État chargé de la transition numérique qui a participé à l'élaboration de cet accord et à Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler de ce qui bouge aussi dans le monde du jeu vidéo. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, l'émission quotidienne sur l'innovation, la nouvelle société numérique. On s'intéresse à tout l'écosystème et on va terminer cette édition avec celui du gaming, avec le rendez-vous Game Business qui est incarné par Guillaume Monteux, le président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, plusieurs actualités au menu de votre chronique aujourd'hui. On va démarrer avec cette incursion de la société Netflix dans l'industrie du jeu, avec une annonce récente, donc l'acquisition de Boss Fight, un studio de jeux mobile. Absolument. Alors Netflix, c'est une plateforme de streaming vidéo que tous nos téléspectateurs connaissent. 225 millions d'abonnés et une capitalisation boursière qui a certes baissé depuis un an, mais qui fait 165 milliards de dollars. Juste à titre de comparaison, c'est 20 fois plus que le groupe Renault. Alors, ce sont des chiffres remarquables pour cette société, mais la société anticipe une croissance du nombre d'abonnés au ralenti. Elle se doit donc d'innover. La pandémie a été très favorable à Netflix. On se souvient tous qu'on était tous sur nos canapés en train de binger série sur série. Mais la pandémie, j'espère, au plus tôt va se terminer. Et Netflix doit innover. Parallèlement à ça, Disney, 130 millions aussi d'abonnés, pousse aussi Netflix à innover. Et puis, il y a tout un tas de services de streaming qui se mondialisent et qui vont se chercher aussi une place dans nos porte-monnaies. Donc, Netflix ne veut pas que son nombre d'abonnés décroisse et donc il cherche des relais de croissance et pourquoi pas dans le jeu vidéo. Dorénavant, depuis quelques mois, quand vous êtes abonné au service de streaming de Netflix, vous avez aussi accès à tout un tas de jeux. Aujourd'hui, on parle d'une petite quinzaine de jeux, mais l'idée, c'est que Netflix vous propose de plus en plus de jeux. Alors, quelle est votre analyse de ce mouvement stratégique ? Écoutez, il y a plusieurs éléments de réponse. L'élément de réponse le plus officiel, c'est que Netflix veut chercher des nouveaux abonnés. Ils pensent qu'en proposant des jeux, ils vont conquérir une nouvelle cible. Bon, moi, j'y crois pas vraiment, en tout cas pas dans les 8 à 10 prochains mois, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose d'exceptionnel dans l'univers de Netflix. Le second élément de réponse, c'est que Netflix, au travers des jeux, et ça j'y crois vraiment beaucoup plus, va travailler l'anti-churn, c'est-à-dire la rétention client. Vous allez regarder une série, je sais pas moi, Stranger Things par exemple, vous avez épuisé les 3 saisons, vous attendez la 4e, en attendant la 4e, vous allez prolonger l'expérience et l'univers Stranger Things sur les jeux vidéo. Et en attendant la 4e saison, enfin en tout cas pendant tout ce temps-là, vous ne pensez pas à vous désabonner, donc c'est quand même une arme à mon avis, intéressante pour travailler la rétention. Le troisième élément de réponse, c'est que Netflix souhaite vendre de plus en plus d'abonnements famille. Évidemment, c'est les plus chers. Et dans la famille, il y a toujours un gamer. Et donc, il y a toujours un gamer qui va rappeler à celui qui paye l'abonnement, s'il te plaît, ne te désabonne pas, parce que moi, j'ai envie de continuer à jouer. Enfin, il faut aussi reconnaître que ajouter des services, ajouter du contenu, et notamment le jeu vidéo, ça fait aussi passer la pilule de la récente hausse de prix qu'a fait Netflix. Voilà, donc c'est aussi peut-être une arme pour faire passer une certaine de pilule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Netflix aurait tort de ne pas aller dans les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que Netflix est propriétaire de franchises énormes, et on sait très bien que quand une belle franchise dans les jeux vidéo, normalement, ça marche. Alors, normalement, pas toujours, il y a évidemment des contre-exemples, mais quand même, ça peut être synonyme de fait de très bons jeux. Vous imaginez un jeu sur Squid Game, sur Casa de Papel, sur Downton Abbey, en fait, il y en aurait absolument pour tout le monde. Et alors, comment on accède aux jeux aujourd'hui sur Netflix ? Alors, aujourd'hui, les jeux sont accessibles individuellement sur l'App Store ou sur le Google Play.
Ils ne sont pas vraiment accessibles au travers de l'application principale de Netflix. Ils ne sont pas non plus accessibles auprès d'un portail comme pourrait être Netflix Gaming. Voilà, donc vous allez télécharger les jeux à 1, vous allez vous identifier une fois que vous êtes identifié une fois, vous pouvez en télécharger autant que vous voulez. Les jeux sont de bonne facture, franchement, vraiment sympa. Et l'idée, c'est qu'ils soient globalement exclusifs à Netflix. En tout cas, c'est l'orientation que souhaite donner Netflix à son service. Ça veut dire que Netflix développe des jeux. Netflix développe. Comment fait-elle? Ah, ça c'est une très bonne question. Première réponse, ils ont au sein de Netflix constitué une nouvelle business unit dans laquelle ils recrutent des gens dédiés au gaming. Et ils ont recruté d'ailleurs récemment le patron de cette business unit, M. Barrera, qui vient d'où? De chez PlayStation, pour lequel il a travaillé 11 ans. Donc ça c'est un. 2, ils font des partenariats avec des studios de développement, notamment avec des gros studios de développement comme Riot Games. Et puis 3, ils font comme tous les autres distributeurs, ils achètent des studios de développement. Et oui. Et alors depuis quand cette stratégie? Écoutez, depuis, on va dire, mi-2021, Netflix commence à acheter des studios. Ils ont acheté en septembre donc 2021 un studio qui s'appelle Night School Studio, un studio de jeu qui est spécialisé dans les jeux narratifs. Et Netflix a justifié son rachat en disant, ben voilà, eux, ils savent raconter des histoires dans les jeux vidéo, nous, on sait raconter des histoires en vidéo. Le mariage est assez naturel. En mars dernier, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, ils viennent racheter la société Next Game, qui a développé des jeux sur des très grosses franchises, notamment sur Stranger Things, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur The Walking Dead. Ils ont racheté ça pour 65 millions d'euros, ce qui est une goutte d'eau, en fait, pour Netflix. En revanche, le signal que donne Netflix à l'industrie du jeu vidéo, il est clair. Ils disent, voilà, on va mettre de l'argent, on va regarder ce qui se passe, on va regarder s'il y a des usages, et s'il y en a, vous allez nous voir là. Bon, alors on enchaîne avec d'autres actualités. Vous souhaitiez ajouter à la une de votre chronique, alors c'est un autre type d'incursion dans le monde du jeu, là c'est du côté des politiques que ça se passe. Évidemment on ne va pas citer de candidats puisque on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle et le CSA nous observe, Guillaume. J'espère bien. Oui, alors l'incursion de la politique dans le monde des jeux vidéo, en fait elle est très décevante. Il y a 3 candidats sur 12 qui sont allés dans le monde du jeu vidéo. Un premier qui a fait faire à son équipe de campagne un jeu vidéo sur le web dans lequel il l'invite à corriger tout un tas de personnages qu'il considère comme méchants et qu'il considère comme ayant spolié la République. Donc l'idée, c'est de leur reprendre l'argent qu'ils ont volé à la communauté. Le second, il a fait un serveur sur Minecraft, et donc il invite tout un chacun à aller sur son serveur et à poser des questions aux personnages non joueurs sur les propositions du candidat. Et le troisième, enfin c'est plutôt un fan qui a fait une application pour le troisième, dans lequel il invite les joueurs à ramener à soi des patriotes et à combattre les ennemis déclarés de ce candidat. 3 initiatives sur 12, franchement, c'est vraiment très peu, c'est dommage. Et en plus, moi je trouve que ces initiatives sont qualitativement quand même très décevantes. Pourquoi ? D'une part parce qu'elles sont complètement à côté de la plaque. C'est pas des jeux, donc c'est pas vraiment des jeux vidéo. Techniquement, en vrai, elles sont pas très très bien réalisées. Alors tous les candidats ont dit voilà, c'était un coup de com', ce sont des initiatives sans prétention. Mais même, ça aurait pu être innovant, ça aurait pu être drôle. Bon, en fait, c'est bâclé. Bon, Guillaume, on n'a pas beaucoup de temps pour la dernière actu. On voulait terminer quand même sur une belle image, avec la Pixel War. Ah oui, la Pixel War. Alors, ça n'a rien à voir avec les autres sujets. Non. Reddit, le réseau social mondial, le forum international, a organisé un concours génial. Ils ont mis à disposition des internautes un canvas, donc un tableau blanc de 2000 pixels sur 2000 pixels, et ils ont invité chacun des internautes à colorer 1 pixel toutes les 5 minutes. Et les Français se sont fait remarquer. Et les Français ont été géniaux, parce que pour dessiner, il faut être coordonné, parce qu'évidemment, quand vous dessinez 1 pixel oui, mais là, on a terminé, on va juste voir l'image, parce qu'on a réussi quand même. Regardez l'image. Les Français ont réussi à caser un drapeau français. Un drapeau français, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Zidane, tous nos symboles. Merci Guillaume, la grandeur de la France. Président de Gatsby, nous permettent de terminer sur une œuvre d'art moderne éphémère. Merci Delphine. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.